Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour depuis le studio de Radio Clapas 93.5 qui, youpi, a rouvert. Bienvenue dans votre émission bimensuelle du CJD, l'économie au service de l'homme. C'est notre devise, nous sommes un mouvement de dirigeants d'entreprises responsables et nous vous proposons cette émission. Notre monde est mal barré, c'est possible mais pas fichu. Vous êtes au cœur d'une série, on parle des objectifs de développement durable de l'ONU pour sauver le monde, rien que ça. Et ce sont les ODD. Il n'y en a non pas 1, ni 2, ni 3, mais 17. Ils sont universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Et aujourd'hui, on va soigner quelques idées reçues et goûter, s'il vous reste un peu de goût et d'odorat, un peu des 1001 enjeux de la santé. Je suis Virginie et avec Richard, qui est jeune dirigeant et coach d'entrepreneurs, nous accueillons nos deux invités, Xavier et Antoine de Boisgelin. Ils ont le même nom car, une fois n'est pas coutume, nous vous offrons un duo père-fils. Dans la famille Boisgelin, je demande le père Xavier. Alors Xavier de Boisgelin, vous étiez cardiologue, interventionnel, vous avez exercé pendant 35 ans à Montpellier. Vous avez été pendant les 6 dernières années président du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Hérault. Je crois que vous êtes récemment parti en retraite, vous me confirmerez ça. Vous avez été évidemment très actif au sein de ce même conseil et sur notre territoire montpelliérain pendant 25 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Qu'est-ce qui vous anime ? Quelle a été votre passion et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Ma passion, c'est la médecine. C'est-à-dire prendre soin des gens. La médecine, c'est soigner. Donc, ma passion, ça a été de soigner. Soigner d'abord en direct lorsque j'étais médecin, actif. Et puis, pendant les 10 dernières années où je n'étais plus actif en tant que médecin soignant, m'occuper, grâce au Conseil de l'Ordre, de la gestion, de tous les petits problèmes qui gravitent autour de la santé, qui sont nombreux. Tout ceci avec comme principal objectif le service, parce que la médecine, c'est une notion de service. Il faut être au service du patient. Service, bien sûr, qui ne veut pas dire servitude. Merci. Et donc, dans la famille Boisgelin, je demande maintenant le fils, Antoine. Antoine est Bonjour. aussi un jeune dirigeant du CJD et il a une formation journaliste. Vous êtes devenu un serial entrepreneur, Antoine. Vous êtes un spécialiste de la vidéo médicale et vous et vos équipes mettez les nouvelles technologies et leur expertise au service d'une santé de meilleure qualité et mieux partagée. Vous n'avez pas moins de 3 sociétés, CareProd qui amène la vidéo dans des solutions innovantes ou mobiles jusque dans les salles d'opération. Master Fellow, donc soit le maître et l'élève sur la formation des médecins. Et vous nous en parlerez, mais je crois qu'on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui puisque vous préparez un très gros événement international dans quelques jours. Et enfin, EDOP qui revisite le consentement éclairé des patients. Est-ce que c'est assez de choses ? C'est déjà beaucoup, ouais. C'est sûr que mes journées sont bien occupées, mais c'est passionnant. J'ai vraiment la chance, dans le contexte actuel, d'être dans une période d'hypercroissance où il y a beaucoup de choses à faire. Je suis passionné par la santé depuis que je suis tout petit. Si j'avais été meilleur à l'école, j'aurais peut-être été médecin. Et quelque part, j'y retourne un petit peu par ce que je fais aujourd'hui et ça me passionne de par ma formation de journaliste. J'ai toujours été sensible au fait d'informer les gens, de bien les informer, de vulgariser les choses. Et pouvoir le faire dans un univers qui me plaît et qui m'a toujours passionné comme le médical, je trouve que ça a encore plus de sens. Et aujourd'hui, le sens, c'est vraiment hyper important pour travailler. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris qu'on va parler de santé, mais aussi de passion pour tout ça. Santé à vos souhaits. Santé, c'est le cri qu'on rêve de libérer en regardant son ami droit dans les yeux après une accolade qui bientôt nous aura paru tout à fait obscène. Peut-être bien qu'on n'aura même plus envie de taper sur celui qui dira « Santé et pas des pieds !» tellement ça nous aura manqué. Et après avoir trinqué en matière de mort prématurée, de personnel sous pression et de liberté, bientôt on pourra trinquer en l'honneur des vivants. Comme cela se fait depuis des siècles, en leur souhaitant une longue et belle vie, soit la santé.
Pour voyager dans le monde aussi, il faut trinquer et c'est ainsi que vous apprendrez comment dire santé dans un tas de langues qui l'utilisent à même escient. Les Espagnols, Portugais, Italiens, Russes, Vietnamiens, à travers les siècles, à travers les générations et à travers le monde, c'est le vœu universel, celui que l'on souhaite en premier pour soi et pour les autres. Mais qu'est-ce que la santé ? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est l'agence spéciale santé de l'ONU, n'a pas changé sa définition d'une V nulle depuis sa création en 1948 avec ouvrez les guillemets. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et notre invité, Xavier de Boisgelin, y ajoute une touche philosophique essentielle. La santé n'est pas un droit, c'est un don. Notre droit, c'est l'accès aux soins. Et notre devoir, c'est d'entretenir notre santé. Et c'est aussi un objectif, car notre état physique et mental varie constamment. Les organes se développent en continu de notre conception à l'âge adulte, puis nous vieillissons sous l'effet conjugué de nos choix en matière de sommeil, d'alimentation, d'activité, mais aussi de notre environnement, nos stress, nos contraintes et événements de la vie. Mais ce souhait ultime ne se heurte pas aux mêmes réalités d'un pays à l'autre. Car dès l'embryon, nos chances sont différentes. On peut voir 2 grands paquets d'objectifs de l'ONU pour le monde à résoudre juste d'ici 2030. Le premier paquet concerne les mères et les enfants. On espère atteindre 2 sinistres ratios, une femme mourant toutes les 1428 naissances dans le monde et 25 décès d'enfants de moins de 5 ans sur 1000. Ces risques sont bien plus élevés dans les pays en développement, dans les zones rurales, dans les ménages les plus pauvres et quand la mère n'a pas reçu d'éducation. Le deuxième paquet, ça touche à comment faire beaucoup plus de prévention et de protection contre les décès et les maladies évitables, transmissibles ou non. Cela passe par l'éducation, les vaccins, l'accès aux soins, à l'eau potable. Le sida est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer. Heureusement, depuis 20 ans, des dizaines de millions de vies sont sauvées du paludisme ou de la tuberculose. Mais toujours, 3 humains sur 4 n'auraient même pas accès à un antidouleur. En France, on a de la chance. Alors oui, je sais, je radote à chaque chronique, mais une piqûre de conscience ne peut pas faire de mal, ni un peu de chauvinisme, car malgré certains défauts, on nous envie notre modèle de santé partout dans le monde. Amélie a dit 3 principes fondateurs de l'assurance maladie dès 1945. Égalité d'accès aux soins, qualité des soins, solidarité. Notre système est fondé sur des principes forts de redistribution et de solidarité et il s'adapte aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. Nos grands enjeux de santé publique, ils sont effectivement plus éloignés de la mortalité maternelle, infantile et du sida. Un des premiers enjeux vient du vieillissement de la population. Ça génère un accroissement des situations de dépendance de certaines maladies, type Alzheimer. 5 pathologies chroniques s'en donnent à cœur joie, les cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires et psychiatriques. Un assuré social sur 5 en souffrirait. Un deuxième enjeu clé, c'est l'accès aux soins, que ce soit au niveau géographique, au niveau de l'information et au niveau financier. Des professionnels bien formés et une population bien informée et soignée intègrent bien mieux la prévention pour rester en bonne santé plus longtemps. Enfin, un des derniers enjeux touche les médicaments. 90% des consultations médicales se termineraient par une prescription de médicaments. C'est 43%, la moitié aux Pays-Bas. 40% des Français consommeraient des médicaments au quotidien. Et on en gâche. Tout cela à ne pas prendre à la légère, car comme on le rappelle Audiard dans la bouche d'Archimède le clochard, de la posologie au veuvage, c'est une question de goutte. Alors restez jeune dans votre corps et votre tête et écoutez Jacques, car Jacques a dit... Écoutez Amélie et votre médecin. Et Amélie a dit... Prenez soin de vous. Merci. Xavier de Boisgelin, Virginie nous a dressé en quelques phrases l'état de l'ODD, donc de l'objectif de développement durable de l'ONU par rapport à la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du monde, de l'Europe et de la France par rapport aux aspects du soin ou de la santé ? C'est quand même très difficile en cette période de parler de la santé sans parler du Covid. Et je crois que c'est vraiment un des problèmes de santé mondiaux fondamentaux.
et qui permet, à mon avis, d'envisager plusieurs points de la santé, parce qu'il y a le côté technique de cette maladie, et puis il y a le côté économique, puisqu'on voit bien, par exemple, qu'actuellement, le problème de l'Inde, qui est catastrophique, il est essentiellement dû à des raisons économiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de soigner les gens et ils n'ont pas les moyens de les vacciner, etc. Donc je pense que cette pathologie du Covid actuellement, dans le monde, permet d'envisager essentiellement, à mon avis, les deux éléments fondamentaux qui ont trait à la santé, c'est-à-dire la technicité avec le soin, et le facteur économique, qui est un facteur limitant. Voilà. Après, sur le plan mondial, il y a quand même une chose en matière de santé qui est, à mon avis, fondamentale et un peu catastrophique, c'est le problème de la faim. Il y a quand même encore actuellement une foule de gens dans le monde qui meurent de faim. Et nous, on jette, je ne sais pas combien... 40% de la production mondiale de nourriture. De nourriture. Alors, bon, je ne sais pas quelle est la solution. Mais en matière de santé, si on veut avoir une vision un peu globale, c'est assez inquiétant de voir ça. Et finalement, le Covid, ça ne serait pas un gros arbre soudain là, qui arriverait soudainement et qui cacherait finalement tous les problèmes qu'il y avait et toutes les différences entre les pays développés la forêt, oui, la forêt, exactement. Mais ça le souligne. C'est à cette occasion-là qu'on le touche du doigt. Parce que c'est vrai qu'on est un peu inondé et même saturé d'informations sur le Covid. On ne parle que de ça, etc. Mais si on essaie de le voir sous cet angle-là et qu'on met en balance nos informations, où on se préoccupe de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir aller bouffer au resto ou aller au cinéma, ou etc. Et qu'en parallèle, on voit les bûchers à ciel ouvert pour brûler tous les corps des hindous qui meurent. Je pense qu'il y a ça montre bien qu'il y a un déséquilibre mondial dans les ressources, dans l'économie et donc dans la santé. Et si on revient un petit peu plus près de nous, est-ce qu'en Europe, on se heurte aussi à cette crise économique et sanitaire qui, finalement, dont les enjeux sont complètement mêlés, finalement? Tout à fait. Il n'y a qu'à voir le coût, encore une fois. Actuellement, je crois qu'il y a encore, en France, il y a 6 000 à peu près, pas tout à fait, 5 800 patients hospitalisés en réanimation. Un séjour de réanimation, actuellement, c'est 3 000 euros par jour. Donc, ça fait 18 millions d'euros tous les jours qui sont dépensés. C'est le quoi qu'il en coûte, hein, et c'est très bien, mais ça coûte de l'argent, et donc c'est important de le savoir. Et donc c'est important dans les décisions que l'on prend en matière de prévention, et notamment pour les vaccins, d'avoir tout ça à l'idée, dans la tête. Est-ce que l'écosystème de la santé, peut-être à travers votre casquette au Conseil de l'Ordre des médecins, peut-être aussi beaucoup plus internationalement au niveau de l'OMS, est-ce qu'il y a une action un peu coordonnée, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas encore atteint une logique de solution justement pour aider à réduire ces inégalités face à l'accès aux soins? Honnêtement, je sais pas, j'ai du mal à vous répondre parce que je suis pas un économiste, je ne suis pas dans les petits papiers des différents décideurs, donc je sais pas. Ce qui est certain, c'est que les problèmes de la santé au niveau mondial sont, à mon avis, totalement différents selon l'angle sous lequel on les observe et selon donc le pays dans lequel on investigue. Merci beaucoup Xavier. Ce qui est assez terrifiant finalement, c'est qu'on voit qu'il est extrêmement complexe même d'imaginer une solution globale pour des problèmes qui se vivent chaque jour dans des particularités très spécifiques. Si on revient un petit peu plus près de chez nous, en France, Antoine, vous qui travaillez au contact quotidien avec des médecins, mais aussi d'autres acteurs de l'écosystème médical, qu'est-ce que vous observez ces dernières années ?
Ce qui est sûr, c'est que moi, je me risquerais pas à donner une tendance sanitaire, économique ou sociétale, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont bien mieux placés que moi pour en parler. Mais au niveau des entreprises, de l'entrepreneuriat, je pense que la tendance, elle est plutôt à l'optimisme. Et ça fait du bien d'en parler dans ce contexte actuel. On n'a jamais autant investi aujourd'hui que dans l'e-santé. C'est un milieu qui est en plein boom. On estime que c'est un marché potentiel l'e-santé de 22 milliards d'euros. C'est dire qu'il y a de la place quand même pour faire quelque chose. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et surtout, la France est vraiment un exemple dans ce domaine parce que c'est le pays d'Europe qui investit le plus, où on voit le plus de fonds d'investissement dans l'e-santé. Donc moi, je suis plutôt sur une tendance optimiste de ce que je peux voir de mon quotidien, bien sûr. Voilà, je parle du monde de l'entreprise et pas du monde de la santé, et ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien. Ouais. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce grand écosystème médical de la santé? Parce que là, vous parlez de fonds d'investissement, d'entreprises. Xavier de Boisgelin a parlé justement de ces enjeux de santé publique. Comment tout ça s'articule et comment ça se finance? Comment ça se finance? C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups, et notamment sur le territoire local montpelliérain, qui est très favorable pour ça. Le territoire de l'Occitanie, de Montpellier, est historiquement ancré dans le domaine médical, et c'est vrai que la recherche, le développement, l'innovation, les startups sont très soutenus sur notre territoire par différents moyens. Donc c'est vrai que quand on parle d'investissement, on pense tout de suite fonds d'investissement, et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui investissent. Mais c'est dès lors qu'on parle de gros tours de table à plusieurs millions d'euros. Mais ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que c'est aujourd'hui assez facile finalement de créer son entreprise quand on veut innover et quand on a des choses à créer, parce qu'on est énormément soutenu. On est soutenu au niveau européen, mais on est aussi soutenu par de l'argent privé aussi, par les business angels, mais aussi par l'argent public, donc au niveau européen, au niveau national, au niveau des ARS, les agences régionales de santé, au niveau des régions aussi. La région Occitanie fait beaucoup sur notre territoire, par des subventions, des avances remboursables, tout un tas de choses qui permettent à beaucoup d'entreprises innovantes de mettre le pied à l'étrier. Voilà, il y a vraiment beaucoup de moyens aujourd'hui d'arriver à innover. On n'a vraiment jamais autant investi que depuis quelques années, et pourvu que ça dure. Vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'innovations un peu marquantes en dehors de vos sociétés, sur lesquelles on reviendra, mais d'innovations qui viennent un peu répondre à des problématiques qu'on a sur notre territoire? J'ai pas d'exemple marquant qui me vient tout de suite comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la robotique, l'aide dans le médical, puisqu'on parle du médical, et peut-être que... La télémédecine. Oui, alors j'allais en parler, la télémédecine qui est un grand boom en 2020. J'ai lu que rien que dans les 6 mois de confinement, on avait eu recours à 3 fois plus de télémédecine qu'auparavant. C'est vraiment un domaine qui a un potentiel aussi de plusieurs milliards d'euros par an. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire dans ce domaine-là, et puis nous on a essayé de faire des choses aussi dans ce sens-là personnellement au niveau de mes entreprises, mais je pense que c'est vraiment le domaine le plus porteur, la télémédecine, les biotech, il y a beaucoup d'argent investi dans les biotech aussi. C'est-à-dire qu'il y a, ce que j'entends là, c'est que finalement les technologies de l'information viennent impacter à la fois la médecine du quotidien et aussi la médecine de pointe et la médecine hospitalière. Oui, tout à fait. Mais parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. On a vraiment les moyens aujourd'hui de montrer des choses qu'on ne pouvait pas montrer il y a 10-15 ans, par les nouvelles technologies, par le fait que dans des environnements contraignants, on peut amener du matériel. Et pour ce que je connais le mieux, à savoir la vidéo, par exemple, c'est vrai que amener de la vidéo dans un bloc opératoire, il y a 10-15 ans, c'était pas facile. Aujourd'hui, par des nouvelles techniques, des nouveaux protocoles, la miniaturisation, la robotisation, le fait de pouvoir piloter des caméras à distance, on a la possibilité d'être dans un bloc. C'est comme si on y était finalement dans ce bloc, sans y être, et donc sans polluer et être intrusif auprès du personnel médical et de ces salles-là qui sont des environnements quand même très contraignants.
Et quel est donc là, on sent bien le cœur d'entrepreneur là qui parle. Et alors, Xavier, comment réagit votre cœur de médecin et cardiologue? Comment est-ce qu'on peut articuler bien ces nouvelles technologies sans perdre ce côté humain qui a fait le fil rouge de votre carrière? En fait, tout le côté technologique dont on vient de parler va servir essentiellement, à mon avis, à la formation médicale. C'est-à-dire, ça permettra de former, parce que un des problèmes quand même très importants de la médecine actuelle, c'est le nombre de médecins. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout dans la région, qu'il y a des problèmes de déserts médicaux qui sont considérables. Et le problème de la formation, le problème des déserts médicaux, on dit, bêtement, on pourrait dire, il n'y a qu'à former plus de médecins, il n'y a qu'à supprimer le numerus clausus, etc. Ce numerus clausus, d'ailleurs, il a été supprimé, mais en fait, en pratique, il peut pas être supprimé parce que pour former un médecin, il faut pouvoir lui apprendre les techniques. Et justement, c'est grâce à une aide comme celle que peut apporter Antoine avec certaines technologies que l'on va pouvoir améliorer la formation. Mais il va rester quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, tout le côté humain du rapport personnel, de ce qu'on appelle le dialogue singulier entre le médecin et son patient. Et ça, ce sera plus difficile à transmettre par des moyens technologiques. Il faudra le transmettre par l'expérience. Là, j'ai vu qu'on estime à plus de 5,5 millions de Français qui seraient dans des déserts médicaux. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer très brièvement ce que c'est qu'un désert médical? Alors, un désert médical, c'est d'abord un désert tout court. Ah. Parce que les médecins, ils vont là où les gens habitent. Par exemple, puisqu'on est dans l'Hérault, les hauts cantons de l'Hérault sont considérés comme des déserts médicaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui y habitent. Donc, s'il y a de moins en moins de gens, il y a de moins en moins de boulangeries, il y a de moins en moins de services publics. Et donc, il y a de moins en moins de médecins, parce qu'il y a de moins en moins de gens à soigner, parce que les familles des médecins ne peuvent pas y travailler, parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, etc. Donc, le désert médical, il faut, à mon avis, arrêter de dire que c'est un désert médical. C'est un désert tout court. C'est-à-dire qu'il y a une dépopulation de ces zones. Hein. Pour combattre ça, il faut inciter les gens à venir s'installer là. Alors là, il y a notamment tout le télétravail qu'on a beaucoup mis en évidence actuellement, qui va certainement pouvoir permettre de développer ces zones-là. Il faut amener une population. Si on amène une population, on amènera des médecins, à condition de rentrer dans les nouveaux critères des jeunes médecins, c'est-à-dire l'exercice en groupe, les maisons de santé pluridisciplinaires. Je crois que le médecin isolé au fond de sa campagne, tout seul, de garde 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est fini, ça n'existe plus. Plus personne ne veut le faire. Et donc, on a besoin d'autres formules de fonctionnement. Alors, Carole Delga vient d'annoncer, si les élections se passent comme elle le souhaite, vouloir recruter des médecins salariés, 200 médecins salariés. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir faire une vraie rupture par rapport à ce qui se faisait avant? Est-ce que ça peut répondre à ces déserts tout courts? Oui, c'est une vraie rupture, c'est certain. Ça correspond indiscutablement aux souhaits de pas mal de jeunes confrères. Je pense que c'est pas tout à fait spécifique aux médecins, je crois que c'est spécifique à la jeune génération. Je pense que les jeunes n'ont plus la même façon de se positionner par rapport au travail. Je pense que la qualité de vie, le temps libre prend pour eux une importance plus grande qu'à notre époque, que ce qu'on avait nous. Et donc, les jeunes ont besoin d'avoir une certaine visibilité sur leur temps libre, sur leurs loisirs, etc. Et pour ça, le salariat, dans le cadre, encore une fois, de ces maisons de santé pluridisciplinaires, peut les tenter beaucoup. C'est une forme plus récente d'exercice. Et du coup, on parlait tout à l'heure de nouvelles technologies, de nouvelles façons de pratiquer, des techniques, etc. En quoi
les nouvelles technologies, Antoine ou Xavier, peuvent intervenir dans ces problématiques de désert de population et du coup de déserts médicaux. Vous en parlerez peut-être mieux que moi, mais la télémédecine, je pense que c'est un moyen vraiment de répondre à cette problématique. C'est sûr qu'on remplacera jamais un médecin de village, le côté humain, un médecin de campagne, mais par contre, par la télémédecine, il y a des moyens de ne pas laisser les gens au bord de la route. Vous pouvez juste l'illustrer, c'est quoi la télémédecine de manière très concrète, ça se passe comment ? Le fait de pouvoir poser un diagnostic à distance, c'est une forme de télémédecine. Après, peut-être que... Oui, la télémédecine, c'est une excellente aide. Par exemple, on peut tout à fait imaginer, enfin c'est plus qu'une imagination, c'est la vérité. C'est-à-dire, par exemple, le problème des EHPAD. Dans les EHPAD un petit peu éloignés des grandes métropoles, on peut très bien imaginer que grâce à une cabine de télémédecine où on filme le patient, ou même s'il y a à côté une infirmière qui peut l'examiner, donner les critères au médecin spécialiste qui est à 200 ou 300 km, voilà comment ça peut aider. Et ça peut se transposer dans le cadre des maisons de santé pluridisciplinaires, dans des pays, dans des zones un peu éloignées des métropoles, où on pourrait très bien imaginer que des spécialistes, sans se déplacer physiquement, par le biais de la télémédecine, pourraient consulter, avec l'aide de confrères locaux, des patients. Et on ne se heurte pas, est-ce que à la fracture numérique, pour le coup, parce que on a des problèmes en santé, mais aussi sur l'accès au numérique, est-ce que on pense que la population française aujourd'hui est mûre pour que ce soit une réelle solution et un réel relais pour résoudre la problématique des déserts médicaux? Moi, je crois que oui. Bon, et bien sûr, il faudra améliorer la couverture numérique, mais bon, déjà... Il y a la 5G qui arrive, et avec la 5G, on sera en capacité quand même de faire beaucoup de choses et de faire passer des flux de plus en plus importants dans des zones de moins en moins couvertes. Donc, je pense que c'est indiscutablement l'avenir. L'avenir. C'est une des voies d'avenir. Et du coup, par extension, est-ce que toutes ces technologies et ces nouvelles manières de pratiquer, de poser des diagnostics et de mener des consultations, est-ce que ça peut aussi être une réponse pour les déserts médicaux à l'échelle mondiale, du coup ? Et est-ce que on pourrait imaginer que la France serait un endroit de base où les médecins français pourraient faire des consultations partout sur la planète ? La France, moi je pense qu'elle n'a rien à envier à n'importe quel pays dans le monde en termes d'aura de ses médecins. On a des experts aujourd'hui en France mondialement reconnus. Je pense qu'on fait partie des pays même qui détiennent le plus d'experts et donc c'est bien de le montrer. Et s'il y a 10 ans, ces experts-là restaient dans les blocs opératoires dans un environnement très intimiste, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on a la possibilité de montrer notre savoir-faire, de le faire savoir. Et ça, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et nous, on a beaucoup insisté là-dessus, justement, dans les solutions qu'on propose au sein de ma société. C'est aussi pour que les médecins français experts puissent arriver à former d'autres médecins ou même à les assister dans des procédures complexes par des moyens vidéo faciles à déployer. Alors, je vous vois venir, Antoine. Il va falloir que vous nous expliquiez cette histoire-là de Skill Assist. Mais avant, nous allons faire un court entracte. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, l'économie au service de l'homme. Nous sommes une association de 5500 dirigeants d'entreprise qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Grégoire nous fait découvrir son inspiration musicale du jour. C'est l'heure de la chronique musicale et c'est Greg au micro dans le cadre de l'émission L'économie au service de l'homme. Pour rester dans le thème, je vous propose un morceau de Monsieur Maccabi nommé Health is Wealth. Bonne écoute. You know that health is wealth and ital is vital. They're not just some rhyming words, it's something that's just got to be heard. Who is responsible for your health? Look in the mirror, it's your very own self. You can't rely on nobody else. Health is wealth, vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth, vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth,
Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Tracking with the herb at the field for the healing of the nation. Fruit and vegetable for medication. So much food, so much variation. Sustenance for all generation. It's there in abundance. Vitamins and minerals and whole heap of nutrients. Anti-inflammatory and antioxidants. Give your temple a chance, cause health is wealth. Vital is vital. You gotta take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Vegan, we're vegan. Plant-based, we say. Long time Rastafari. Say a day, so he day. Vital, we vital. Nah go no way. Under we roots and we fruits and we vegetable all the way. Cause health is wealth. Vital is vital. You gotta take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Don't you realize your body is a temple? Certain vitamins, they are essential. Some things are too detrimental. Stop you fulfill your potential. Even if you go pharmaceutical, try balance it with the natural. Some food and no food, it is chemical. Have to stop it too much animal. And then you will see you start operate at a different frequency. Your mind and body get in tune to the elements and treat them accordingly, compassionately. You don't want to hurt nobody and you want to live consciously. It's I, Maccabee. Try and be the best you can be, cause health is wealth. Vital is vital. You gotta take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Me say prevention is better than cure. You can't rely on the system no more. Say all over the West, the healthcare in a mess, especially for the poor, that's for sure. Eat good, exercise and try your best. Might visit the doctor less and less. In your own health you have to invest. It's in the best of your interest, cause health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Nous sommes avec Xavier de Boisgelin et son fils Antoine de Boisgelin, un médecin et un serial entrepreneur dans le domaine médical, pour parler des sujets d'accès à la santé. Antoine, juste avant l'entracte, vous nous parliez des nouvelles technologies et comment est-ce qu'elles peuvent apporter plus de formation, d'éducation. Vous êtes au bord d'un événement international majeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste justement ? Alors oui, il y a deux choses, c'est deux choses différentes. Les solutions que je peux éventuellement apporter par CareProd, et puis cet événement international qui est produit par mon autre société Master and Fellow, qui est vraiment le SLICE, qui est un congrès de neuroradiologie interventionnelle. Donc c'est une niche dans la niche. Hein. Le neurovasculaire est une niche en soi dans la niche du médical, mais par contre, ça concerne beaucoup de gens parce que ça concerne la prise en charge des AVC ou la prise en charge des anévrismes cérébraux. Donc c'est vraiment un domaine qui touche beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et l'année qui vient de se passer nous a bien aidé pour mettre en place ces concepts de congrès virtuels. Et nous, on a vraiment voulu être disruptifs dans le congrès virtuel et proposer quelque chose de complètement différent sous la forme d'un plateau télévisé. Et donc, on laisse les gens chez eux et on discute avec des experts chez eux, avec des experts qui sont aussi en plateau.
mais on réduit quand même notre empreinte carbone, c'est bien de le signaler aussi aujourd'hui, c'est-à-dire on évite de faire venir des gens qui font 10 000 km pour parler 3 heures à un congrès et repartir chez eux, avoir 300 personnes en présentiel qui font des milliers de kilomètres pour assister à des conférences et qui repartent chez eux. Et aujourd'hui, on essaye de plutôt construire ça sous la forme d'une émission télévisée, autour d'un plateau, en construisant en amont un programme très détaillé, très précis, qui captive l'auditeur. Et c'est vrai que l'année dernière, sur le Slice, on a fait plus de 80 000 vues sur les 3 jours du Slice, avec des moyennes d'audience de 3 heures, ce qui est énorme pour des émissions en streaming sur Internet. Et parce que je pense qu'on arrive par ce concept-là, par les contenus qu'on propose, à accrocher les gens sur des problématiques qui touchent tout le monde. Et parallèlement, pour revenir sur la première moitié de la question, ce qu'on a développé en termes de nouvelles technologies et qui permet de former les médecins, c'est une solution qui nous a été demandée par un industriel américain de dispositifs médicaux. Et l'objectif est d'arriver à former les médecins à la pratique. On en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, nos experts en France, notamment, ont la capacité de former un médecin à l'autre bout du monde dès lors qu'ils ont accès à l'environnement du médecin en question. Et donc, nous, on a pu développer une solution qui permet d'installer des kits autonomes où on s'affranchit des réseaux des hôpitaux qui sont totalement autonomes. On les place de part et d'autre, du côté expert et du côté de la personne qui a besoin d'être assistée. Et à ce moment-là, en connectant ces 2 kits, l'expert a la possibilité d'enseigner, d'assister, de voir ce que la personne à l'autre bout du monde est en train de faire, d'indiquer par du dessin ou même par la voix, sans latence, en temps réel, ces indications, et la personne à l'autre du monde voit ces indications en temps réel sur l'écran quand il est en train d'opérer. On a la possibilité de piloter les caméras à distance pour se rendre compte de l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment un outil éducationnel majeur pour aider les praticiens, les former ou alors les assister sur des procédures complexes. Et c'est fantastique parce que du coup, ça diffuse aussi la qualité des soins dont on parlait tout à l'heure, qui est un des enjeux majeurs en France, mais surtout dans le monde. Pour revenir sur votre congrès, si j'ai bien compris, c'est aussi une performance presque sportive, puisque depuis Montpellier, c'est 48 heures en live sur tous les fuseaux horaires. Enfin, c'est un truc... Ouais. On fait 8 heures de direct non-stop, avec en plus des lives depuis le CHU, donc on diffuse depuis le Quorum à Montpellier, et on est relié directement avec 2 salles d'angiographiie dans le CHU qui font... pas des opérations parce que c'est pas sur patient, c'est sur modèle silicone, voilà, et qui font des cas d'école en fait sur modèle silicone retransmis en live et autour d'un plateau télévisé avec des experts en plateau qui animent tout ça. Et ça, c'est diffusé 8 heures par jour et c'est rediffusé en replay sur toutes les zones américaine, chinoise, worldwide, en fait, sur 48 heures, voilà. Et alors, un point qui peut nous interpeller un petit peu, c'est là, on parle bien des nouvelles technologies, ce que ça peut apporter, et le rôle des entreprises dans tout ça, mais où on en est de tout ce qui touche aux soins, aux médicaments, à la recherche fondamentale en matière de santé. Oui. Oui, j'ai bien aimé ce qui a été dit sur l'industrie. Je pense que c'est un vrai problème. C'est tout le problème de la recherche médicale. C'est le problème de Big Pharma, c'est le problème de tout ce qu'on entend. C'est l'industrie qui va... À l'heure actuelle, c'est l'industrie qui finance la recherche. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je n'en sais rien. Mais à partir du moment où c'est l'industrie qui finance la recherche, il faut... obligatoirement que cette industrie soit bénéficiaire, parce que les industriels ne sont pas des ils ont intérêt à ce qu'on soit malade, en fait, pour vendre les médicaments. Pas forcément, mais par contre, ils ont intérêt quand même à ce que toute la recherche qu'ils produisent, il y ait un retour sur investissement. Et que, voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? J'en sais rien. Je suis pas, encore une fois, pas suffisamment économiste pour le savoir et le dire. Est-ce qu'un pays comme la France pourrait se permettre, sur le plan étatique, d'avoir une recherche d'État
qui s'affranchirait des contraintes des industriels et des laboratoires pharmaceutiques. Je ne le pense pas. Je pense que ça coûterait beaucoup trop cher aux contribuables et que personne ne serait d'accord. Est-ce que dans le monde, il y a des exemples autrement que ça ? Non. Et puis, on a quand même l'exemple récent de ces deux jeunes chercheurs français qui ont découvert les vaccins de Pfizer et de Moderna et qui sont partis aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas trouvé de financement ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a une intrication quand même très importante entre le financement et la recherche. Donc tout ça nous amène au rapport finalement du médecin directement avec son patient. On en a parlé tout à l'heure par rapport au contact direct sur les déserts médicaux. Finalement, en demi-teinte, cette mise à distance du patient et d'un soignant, là encore, moi, m'amène à vous poser la question de quid du coup du rapport direct du patient avec son médecin. Alors, ce qui est sûr, c'est que, je prends la parole en premier peut-être, mais mon père en parlera certainement mieux que moi de ce colloque singulier qui est vraiment le rapport entre le patient et son médecin, notamment avant une intervention chirurgicale, qui est un devoir légal, le fait de bien informer ses patients. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on a essayé aussi de l'améliorer. Moi, la 3e société que j'ai créée avec 2 associés, dont le docteur César Cartier au CHU de Montpellier, c'est vraiment pour améliorer cette information médicale. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé, du coup. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Le consentement éclairé, c'est vraiment une obligation légale, depuis la loi Kouchner, je ne me rappelle plus de l'année, mais voilà. 2002. 2002, c'est une obligation légale. Et c'est vrai que nous, on a voulu, au travers d'EDOP, cette société dont le CHU de Montpellier est actionnaire d'ailleurs, c'est suffisamment rare pour le souligner, on a vraiment voulu mieux informer les patients et leur proposer une information détaillée, pédagogique. Et là, c'est mes restes de journalistes qui sont peut-être aussi remontés à la surface, le fait de vulgariser l'information, de la rendre moins anxiogène avant une opération, expliquer les choses de manière simple, avec des animations 3D, des vidéos pédagogiques, une foire aux questions, et à la fin de ce passage sur la plateforme aussi la possibilité de signer son consentement de manière dématérialisée, parce que ça aussi, ça fait partie des évolutions, voilà, et avoir vraiment une trace. Il y a quelque chose qui est important aussi dans cet environnement-là, c'est la judiciarisation des médecins, du milieu médical, et ça, mon père en parlera sûrement mieux que moi. Oui. Et donc, on essaye d'apporter aussi une réponse de ce côté-là. Oui, c'est ça. Finalement, vous intervenez pas seulement pour répondre à cette contrainte juridique, mais plutôt pour aider le patient. Pour aider le patient. Rendre l'opération moins anxiogène, mais aussi pour aider le médecin. On essaye donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et sachant que, si j'ai bien compris, vous avez lancé une étude sur des patients montrant très clairement que le niveau de stress généré par la méconnaissance des tenants et des aboutissants d'une opération, en fait, aggrave les risques de situations aggravantes ou de complications derrière. Tout à fait. C'est une étude clinique qui a été lancée au sein du service ORL du docteur Cartier au CHU de Montpellier, sur 200 patients où en fait on en informe la moitié de manière classique, ce qui se fait aujourd'hui. La deuxième moitié sera informée par EDOP. Et c'est une étude qui a été lancée il y a quelques mois, et l'objectif, c'est qu'elle dure 2 ans, et on espère prouver par cette étude, qu'en fait, des patients informés par EDOP, notre solution, donc mieux informés, on l'espère, en tout cas on essaye, sont des patients qui sont moins sujets au stress et qui ont plus de chances d'arriver lors de l'opération moins stressés, et donc avoir moins de complications pendant l'opération, mais aussi après l'opération, avec tout ce que ça implique en termes de coûts pour la société, si jamais on doit retourner à l'issue de complications à l'hôpital. Oui, donc c'est intéressant là ce sujet, parce que effectivement, alors ça c'est mon côté conseil de l'ordre qui ressurgit. On assiste actuellement à une judiciarisation catastrophique de notre métier. Et donc, la solution qui vient d'être exposée, c'est une des solutions, effectivement, qui va permettre très certainement d'améliorer cette notion du consentement éclairé qui, bien souvent, n'a rien d'éclairé.
puisque jusqu'à maintenant, ce sont des formulaires qu'on fait signer de façon vraiment tout à fait critiquable. Mais je voudrais surtout insister sur élargir ce problème, parce que il n'y a pas que le consentement éclairé. Il y a une notion de judiciarisation de la profession qui est grave, parce que je pense que la majorité de nos concitoyens ont tendance à exiger des médecins une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. N'oublions pas quand même que la médecine n'est pas une science exacte et que nous ne sommes pas soumis, sauf pour certaines interventions de chirurgie esthétique, nous ne sommes pas soumis légalement à une obligation de résultat. Nous sommes soumis à une obligation de moyens. Et quels que soient les moyens que l'on emploie, même s'ils sont parfaitement bien employés, il peut y avoir des résultats qui sont insatisfaisants. Alors c'est extrêmement... je comprends beaucoup que les patients qui ont un mauvais résultat soient malheureux et en veuillent aux médecins. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut développer justement cette information du patient de façon à ce que si le résultat n'est pas le résultat attendu, on n'en arrive pas à des extrémités judiciaires qui actuellement prennent de plus en plus d'ampleur. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut communiquer essentiellement. C'est la communication, c'est la discussion, c'est la disponibilité du médecin. Et moi, j'ai tendance à dire aux jeunes confrères, moins vous avez un résultat excellent, plus vous devez être proche de vos patients pour leur expliquer pourquoi vous n'avez pas eu ce bon résultat, pourquoi il y a eu une complication. Et donc ça, c'est très très important. Ça dépasse la notion du consentement éclairé qui est bien sûr importante, mais c'est une notion de prise en charge globale du patient et de l'explication des gestes et des éventuelles complications possibles. Mais ça me parle de proximité, ça. On parle de la proximité. Elle a plusieurs sens et pour moi, c'est celle-là la plus belle. Mais c'est très important. C'est très important parce que il y a plein de ramifications. Parce que, par exemple, ça pose les problèmes des automédications. Parce que, est-ce que autrefois, on avait toujours des pharmacies dans la maison où il y avait des cachets d'aspirine, où il y avait... Voilà, bon. Très souvent, lorsque un gamin était malade, on appelait le médecin de famille, et le médecin de famille posait 2-3 questions, et puis il disait, donnez-lui un peu de Doliprane et on verra demain. Actuellement, c'est fini, ça ne se fait plus, ça. Ça ne se fait plus. Pourquoi ? Parce que les médecins ne veulent pas prendre la responsabilité par téléphone, de prendre une décision qui va leur être reprochée si ça ne débouche pas sur un bon résultat thérapeutique. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Eh bien, ça entraîne qu'à partir de 19h ou 19h30, les médecins répondent plus au téléphone, on bascule sur une garde qui est surchargée, et donc il y a une surconsommation des services d'urgence pour des choses qui n'en valent pas la peine. Oui, un cercle vicieux sur lequel travailler. Est-ce que pour finir, parce que je vois que l'heure tourne, malheureusement, on arrive vers la fin de cette émission, si on se remet justement à la place du patient, quels seraient les conseils qu'on peut donner aux citoyens pour un meilleur comportement, pour prendre soin de lui et pour que tout se fasse de manière plus fluide dans son parcours de soins ? Moi, je pense que, premièrement, il faut bien revenir sur ce qu'on a dit au début. La santé n'est pas un droit, c'est un don, et ce don, nous avons le devoir de l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut faire de la prévention. Il faut insister sur la prévention. La prévention, ça passe par une foule de choses qui vont de l'effort physique régulier, de la gymnastique quotidienne jusqu'aux vaccinations, en passant par les médicaments, de la pharmacie courante, dans les petits troubles, etc. Et donc, je crois que ça, c'est très important si on veut essayer d'avoir une santé qui soit correcte et qui n'ait pas un coût exagéré pour la population en général. Merci beaucoup. L'Université de Montpellier, vous en êtes issu, a fêté ses 800 ans l'année dernière.
il y a quelques mois. Si vous deviez lui écrire une carte d'anniversaire, qu'est-ce que vous feriez ? Bravo. Bravo, l'université de Montpellier va fêter ses 800 ans. Alors tout le monde parle des 800 ans, en fait c'est 900 ans. Parce que la faculté, l'école royale de médecine, c'est 800 ans, mais depuis déjà un siècle, on enseignait la médecine à Montpellier. Après, il y a tous les personnages historiques, Rabelais, Rondelet, La Péronie, Chaptal, tous ces grands médecins de l'Antiquité. Mais je pense que Montpellier reste une faculté de pointe sur toutes les nouvelles technologies actuellement, qui n'a pas à rougir de ses voisines. Pour vos auditeurs, je crois que y a une chose qu'il faut absolument qu'ils aillent voir, c'est le musée d'anatomie. Le musée d'anatomie de Montpellier, c'est quand même une merveille. En fait, dès que les musées vont rouvrir, une merveille. C'est tout à fait rare et il y a des pièces qui sont assez exceptionnelles. Merci beaucoup. Dernière question, Antoine, parce que en tant que serial entrepreneur, 3 sociétés ne vous suffisent plus. Quel est le prochain bébé en gestation ? Alors, il n'y en a pas de prévu. Je pense que j'ai suffisamment des journées chargées. En fait, tout est une question d'opportunité. Donc, si une opportunité se présente, j'analyserai. Et puis, si jamais il y a quelque chose d'intéressant à faire, j'essaierai de le faire avec le temps qui me reste. Mais c'est vrai que aujourd'hui, faire grandir mes entreprises, faire en sorte que mes collaborateurs s'éclatent dans ce qu'ils font, c'est ce qui m'anime. Et ça me prend déjà beaucoup de temps. Voilà, il y a une chose dont on n'a pas parlé, je serai très court, mais c'est vrai, c'est la responsabilité des entreprises. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à vieillir et à vivre en bonne santé. Et je pense que là où on passe le plus de temps aujourd'hui, c'est dans l'entreprise. Donc, il est de la responsabilité des entreprises de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien, que la qualité de vie au travail soit optimisée, que le bien-être en entreprise soit une notion qui soit vraiment ancrée dans chaque entreprise. Et c'est de notre responsabilité. Donc, si je devais conclure là-dessus, moi, je dirais, et je ferais un petit clin d'œil parce que vous nous avez permis d'intervenir en famille et je vous en remercie, à mon frère aussi, qui est un serial entrepreneur et qui a une société remarquable et reconnue qui s'appelle Listen2, qui est un cabinet de conseil opérationnel et qui dirige sa société avec le principe de base qu'un salarié heureux est un salarié performant. Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça, et je rajouterais qu'un salarié heureux, c'est aussi un salarié en bonne santé. Donc prenons soin de nos collaborateurs et notre système de santé sera le premier à en récolter les fruits. Merci beaucoup. Un dernier mot de la fin, Xavier ? Merci. C'est un super mot. Un grand merci à tous les 3. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Mais avant de nous dire au revoir, c'est l'heure de la chronique sur l'intelligence collective. Et Anne vous livre des trucs et astuces, des expériences qu'on valorise dans notre association pour être plus intelligent à plusieurs que tout seul. Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Ma dernière et 12e chronique évoquait l'apport des femmes dans la compréhension de l'intelligence collective et notamment le travail d'Estelle Michinov, une Française, professeure de psychologie sociale à l'Université de Rennes, qui a travaillé sur les mémoires transactives dont il sera question dans cette chronique. Alors c'est le psychologue américain Daniel Wegner qui a proposé le concept de mémoire transactive dans le cadre de ses recherches sur les couples notamment. La mémoire transactive, c'est ce qui décrit la capacité d'un groupe à connaître à la fois ce que chacun des membres sait faire et ce qu'il est capable de faire ensemble. Dans un couple qui recevrait des amis à dîner, par exemple, avec une répartition des tâches un peu caricaturale, l'homme choisirait le vin, sa compagne le menu, et tous deux se coordonneraient, chacun ayant confiance dans la capacité de l'autre à faire le bon choix. La mémoire transactive est de 3 formes. Il y a une mémoire de spécialisation, chacun a son expertise. Dans l'exemple choisi, toi le vin, moi je choisis le menu. Il y a également une mémoire de coordination. Nous savons à l'avance qui choisira le vin, qui choisira le menu, et nous n'allons donc pas passer des heures à déterminer qui fera quoi. Et enfin, la 3e mémoire, après la mémoire de spécialisation et la mémoire de coordination, c'est la mémoire de crédibilité.
c'est-à-dire la confiance dans l'expertise de l'autre. Je ne questionnerai pas ton choix de vin, ni toi celui du menu. Une équipe apprend à produire des résultats exceptionnels, et c'est Peter Senge qui nous le dit. C'est l'auteur de la 5e discipline dont je vous recommande la lecture. Et en effet, on sait bien que les équipes toutes jeunes travaillent sans doute moins bien que les équipes plus aguerries parce qu'elles ne disposent pas de la mémoire transactive. En revanche, une équipe comme la Patrouille de France passe des heures à développer cette compétence. La confiance entre les pilotes, mémoire de crédibilité, doit être absolue, de même que leur capacité de coordination. Et je vous livre ici un paragraphe de l'article de Cédric Tranchon, ancien leader de la Patrouille, paru dans la Harvard Business Review de novembre 2014. Et je cite « La synergie passe aussi par ce triptyque indissociable que constituent l'avion, le mécanicien et son pilote. Dans la mesure où, avant de décoller, un pilote ne vérifie pas l'avion que son mécano a préparé, on peut considérer qu'il lui confie sa vie. Entre eux, la connaissance de l'autre doit donc être parfaite et la confiance indéfectible. Enfin, favoriser l'autocritique et le franc-parler au sein du groupe permet de fluidifier les rapports afin que la performance collective dépasse la somme des performances et des états d'âme individuels. » Et nous avons là, me semble-t-il, une très bonne description de la mémoire de spécialisation, de coordination et de crédibilité. Et enfin, en abordant la question de l'autocritique, Cédric Tranchon aborde le débriefing, une des techniques qui permettent aux équipes de développer leur mémoire transactive. Et la mémoire transactive peut ainsi se développer à partir d'un simple système de feedback. Une méta-analyse a ainsi révélé que les équipes qui utilisaient les débriefings ont une performance de 20 à 25% supérieure aux autres équipes. Et c'est bien parce que les équipes apprennent que cet apprentissage peut se diffuser à l'ensemble de l'entreprise. Une étude conduite par Gallup concernant 11 441 équipes a montré que la connaissance que chacun des salariés avait de ses propres compétences et de celles des autres membres de l'équipe était plus prédictive de l'engagement et des succès de l'équipe que sa composition même. Les membres d'une équipe qui connaissent les compétences des autres se coordonnent mieux, évitent les conflits et finalement développent une meilleure cohésion d'équipe. Ce sont toutes les vertus de la mémoire transactive. Pour en revenir à Estelle Michinov, ses études sur la mémoire transactive des groupes ont démontré une corrélation entre celle-ci, la performance, comme on l'a vu plus haut avec Gallup, et la qualité du travail perçu. La mémoire transactive facilite les apprentissages, le transfert de connaissances, la créativité et l'innovation, et elle a des effets positifs sur l'identification à l'équipe. Alors pour se développer, cette mémoire requiert une taille de groupe qui maximise les interactions entre les individus. Et c'est donc plus compliqué de développer de la mémoire transactive à 50 qu'à 10 personnes. Et on pensera ici à Jeff Bezos, pour qui une équipe doit pouvoir être nourrie par 2 pizzas maximum, donc 6 à 12 personnes. Chez Return Pass, une entreprise de la galaxie Google, les équipes idéales comprennent entre 6 et 8 salariés. Et beaucoup de recherches démontrent d'ailleurs que les équipes plus petites, moins de 10 membres, communiquent mieux, ont plus de succès, connaissent une meilleure qualité de vie au travail et ont moins de conflits. Les groupes uniquement composés de femmes sont également plus performants, car étant plus coopératifs que les hommes, leurs mémoires transactives sont plus efficientes. La mixité améliore donc doublement l'intelligence collective, puisque les femmes améliorent aussi la sensibilité émotionnelle des groupes. Et je m'arrêterai là en ayant fait la boucle avec la 12e chronique sur l'apport des femmes à l'intelligence collective. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme, consacrée à l'accès à la santé.
Un grand merci à nos deux invités, Xavier de Boisgelin, Antoine de Boisgelin, à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD, avec Richard aujourd'hui, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Vous pouvez retrouver tous les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et aussi maintenant sur toutes les plateformes de podcast type Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcasts, Stitcher, iTunes. Prenez soin de vos proches et de vous. Merci beaucoup.